chaque atelier pour garder ça en archive justement et puis peut-être les mettre à disposition, mais assez brut de décoffrage. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne ces enregistrements, mais l'idée c'est quand même évidemment de pouvoir capitaliser sur les travaux faits, puisque cette semaine Vitam en ligne remplace les traditionnelles journées de présentation qui étaient faites chaque année à l'issue d'une version majeure de Vitam. Là, la V3 de Vitam est sortie en mars 2020 et la journée qui était prévue évidemment fin avril, puis après fin septembre, elles ont dû être annulées et surtout repensées pour ne pas prendre le risque de préparer quelque chose qui finalement ne pourrait pas avoir lieu. Donc, on a lancé Vitam en ligne. 6 jours de séminaires, d'ateliers en ligne qui réunissent selon les thématiques entre une quarantaine de participants, enfin de connexion et jusqu'à 70. Je parle de connexion parce que je sais que pour certains sujets, les personnes étaient plusieurs derrière leur ordinateur. Voilà, pour participer. Alors, je vais d'abord vous demander de ne pas participer et donc de désactiver vos micros. Ça facilite beaucoup l'écoute pour tout le monde, ça évite les interférences. Si ça fonctionne pas, je le ferai d'office de toute façon puisque je peux bloquer vos micros. Pour participer, il y a plusieurs possibilités. L'option main levée sur l'outil LiveSize qui permet donc de signaler que vous souhaitez prendre la parole. Thierry, tu veux une prise de parole à quel moment? À la fin quand tu... Non, au fur et à mesure, vu que c'est quand même des commandes qui sont passées, Okay. on peut interrompre au milieu. D'accord. Donc n'hésitez pas à souhaiter à lever la main et moi je suis là pour gérer ça pendant que Thierry fera la présentation et déroulera. Je l'interromprai. Si vous n'avez pas de micro ou si vous êtes plutôt par téléphone, ou dans l'impossibilité d'intervenir de cette manière-là, il y a toujours le Framapad qui est ouvert, qui est juste un outil complémentaire. L'échange oral est quand même plus intéressant, mais si vous ne pouvez pas, donc vous pouvez noter vos questions, vos remarques sur le Framapad. Je le surveille en même temps. D'ailleurs, je vais les réactualiser pour pouvoir suivre vos sujets, vos questions, vos interrogations en même temps. Voilà un petit peu pour les modalités pratiques. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions? Thierry, je vais arrêter la caméra et mon micro et te laisser tout gérer. Ou le micro ou la caméra un petit peu pour te présenter ou pas? Je peux me présenter, donc Thierry Chabrol. Je suis architecte technique au sein du programme Vitam depuis, ça fait bientôt 2 ans. Et voilà. Ok, merci. Alors, donc, je coupe de mon côté. Tu peux rouvrir. Voilà, et je coupe. Voilà, je coupe tout de suite. Voilà. Parfait. Alors, on va faire le lancement. On va partager le petit fil rouge. Hop. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est une primo-installation de Vitam sur un petit environnement. C'est, on va dire, reproduire une première utilisation pour faire un POC de Vitam, proof of concept, et dérouler l'installation sur un petit environnement. À l'issue, on pourra parler un petit peu de ce qui peut suivre ce genre de primo-install et donner quelques clés sur les éléments d'architecture et de dimensionnement. Donc le plan, c'est une présentation de l'architecture qu'on a installée, donc les composants de Vitam et le dimensionnement de la petite plateforme qu'on va mettre en œuvre. Ensuite, on va parcourir rapidement les liens qui permettent de retrouver le document d'installation et on présentera un petit document qui a été mis en œuvre récemment pour justement, en pas à pas, pouvoir mettre en œuvre tous les prérequis et l'installation de Vitam sur un POC comme on va faire. J'ai une question. Quelqu'un me signale sur le Framapad, pas de son, c'est généralisé,
Thierry, peut-être que tu ouvres par contre juste les audios, ce qui n'empêchera Ça, c'est pas. allô? Non, mais ça n'empêche pas le micro, de toute façon. Non, mais On vous entend bien. Oui, tu l'as. Alors, Florence, là. Ça change rien. Non. Personne ne m'entend? Tout le monde Alors, m'entend? attends, il y a une Florence. Non, elle ne lève plus la main. Non, ça a l'air bon. Je pense que c'est bon. Ok. Et ben on repart. Non, c'est bon. Ok, ça marche bien pour moi. Merci à tous. Pardon de l'interruption, c'était pour vérifier. Excusez-moi. Alors, l'architecture. On va commencer par un petit rappel de l'architecture de Vitam. C'est une architecture donc développée en microservices où on va avoir des composants qui vont prendre des fonctions élémentaires du back-office Vitam et chacun de ces composants interagit avec son voisin pour les workflows, donner les grandes fonctionnalités attendues, comme les gestes, la recherche d'accès, la recherche d'archives, le stockage, etc. Donc là, vous avez une présentation des grands domaines fonctionnels. Attends, j'ai une main levée. Je crois Ouais. qu'il va qu'on résolve ce problème. Je pense qu'il vaut mieux que je prenne la main sur le micro, Ouais. Thierry. Je pense qu'il y a un problème de micro. Je suis désolé, mais il faudrait que on vous entend, mais parfois il y a c'est irrégulier, donc c'est toujours extrêmement clair. Alors, je viens le micro. Ouais, on va essayer. Comme ça, moi, quand Excusez-moi pour la logistique. Hop, voilà. le micro de Lifesize. Comme ça, moi, je l'ouvre ici. Oui. Ok, donc là, le micro est rouvert de l'autre côté. Ça va me permettre de gérer plus facilement les mains levées pour interrompre Thierry également. Et je le laisse là. Voilà. Dernièrement, exactement le même dispositif fonctionnait plutôt bien au niveau du son. Donc, j'espère que ça continuera pour ce matin. Pardon, Thierry. Pas de souci, c'est moi. Désolé, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je reprends très rapidement les deux grands domaines fonctionnels, coupés en modules, qui interagissent entre eux. Là, vous les voyez. Certains sont placés en front pour faire des interactions avec les applications métiers qui vont verser dans le back-office. D'autres plutôt en bas du bac pour interagir avec le stockage. Donc ça, c'est le découpage en modules fonctionnels. Là, vous avez une vue de l'architecture avec les composants redispatchés sous forme d'API. En haut, les API avec lesquels l'extérieur peut agir, l'entrée, l'accès, préservation, etc. Et des composants qui sont à accès restreint, qui ne peuvent pas être utilisés depuis l'extérieur et qui interagissent avec les composants pour faire le fonctionnement de l'application. Donc, le moteur de traitement qui va faire les workflows, le moteur de données, la journalisation, très important, traçabilité, et la gestion des offres de stockage. Au-dessus, on a placé tout ce qui va interagir, tout ce qui est susceptible d'interagir avec le back-office. Donc, ça va être des applications tierces, SIA, ou pourquoi pas un CRH, etc., qui vont donc interroger les API de l'application. On a mis notre IHM de démo qu'on verra probablement à la fin, qui permet de faire, en plus de ces fonctions de l'administration fonctionnelle et technique, par exemple, mettre à jour les référentiels de l'application back-office. Vitamui, en cours de développement, qui à terme va remplacer l'IHM démo avec les mêmes fonctionnalités, mais des fonctionnalités également complètes de SIA. Gestion des référentiels et le stockage. Le stockage, très rapidement, actuellement Vitam peut gérer trois types particuliers de stockage à chaud, donc des stockages disques qui sont d'abord le file system, et deux types de stockage objet, stockage Swift et stockage S3. Aujourd'hui, on va juste faire du stockage file system. Le dernier type un peu à part, c'est l'utilisation de tape library, librairie de cartouches pour faire ce qu'on appelle l'offre froide, donc de l'accès en asynchrone, qui permet de protéger les données contre certains types de désastres ou d'attaques malveillantes.
Voilà. Pour l'instant, on va se cantonner dans notre démo au stockage file system. Est-ce que vous avez des questions sur le schéma? Parce que c'est vraiment au cœur de l'organisation de la solution logicielle. Je vois bien dans les participants qu'il y a pas mal d'archivistes. Moi, il y a un an, je ne comprenais pas grand-chose à ce schéma-là, donc je me permets d'insister. Si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter, puisque après, on va dérouler l'installation en se disant que l'organisation même de la solution logicielle et des différentes briques est à peu près compréhensible pour tous. N'hésitez pas. Bon. Donc là. Ah, il y a une main levée. Ah, une main levée. Florence, vas-y. Oui, bonjour, c'était juste pour redemander. Vitam UI, ça veut dire? Alors, attends, hop, je rouvre le son ici. Il y avait ça. Oui, vas-y, Florence. Vitam UI, ça veut dire quoi exactement? Interface utilisateur en français, en anglais, user interface. C'est l'initiative du club utilisateur de création de front office, enfin, d'interface. Voilà, initiative menée et par le CEA, par le CINES et par Xeliance, en lien avec le projet Vitam accessible en service. Tous ces acteurs-là se sont répartis différentes briques de l'interface, interface qui va au fur et à mesure remplacer notre IHM démo actuel. Sachant que Vitam, pour rappel, c'est un back-office, donc en soi, il lui faut quelque chose au-dessus pour pouvoir interagir avec l'utilisateur. C'est la brique intermédiaire entre l'archiviste et le back-office. Ça lui permet d'interagir de manière aisée avec le back-office. Mais aujourd'hui, on n'installe que la brique au centre, là, le gros carré violet, le back-office en lui-même. On verra un petit bout d'IHM, d'interface machine tout à l'heure, avec l'IHM démo. Mais on se concentre sur l'installation du moteur, on va dire. D'accord, merci. De rien. Alors, je ne sais pas qui est derrière le 1001, mais il y a une question, une main levée du 1001. Oui, bonjour Anne-Jolie, SHD, donc archiviste. Ça a un peu coupé, donc j'avais aussi quelques demandes de précision sur l'articulation offre froide, offre chaude. Là, vous l'avez présenté rapidement. Est-ce que ça peut se paramétrer ou ce que vous présentez, c'est déjà finalement un peu obligatoire cette répartition? Les offres de stockage sont paramétrées à l'initiative de l'entité qui installe suivant ses infrastructures, ses compétences, ses besoins. Enfin, c'est un mode projet, on va dire. Donc, par exemple, on a des utilisateurs qui vont dire l'offre froide, j'en ai pas du tout besoin, parce que ça répond pas à mon cahier des charges. Donc, je vais installer que du file system et du S3, par exemple. D'autres utilisateurs, au contraire, eux, vont avoir un gros besoin d'utilisation de bande, à la fois parce que c'est économique et que ça leur permet de sécuriser le dispositif. Donc, ils vont prendre une offre, au moins une offre chaude et l'offre froide en plus. Mais ça, c'est au besoin. Il n'y a pas d'obligation. Pas d'obligation d'utiliser l'offre froide. Or, le contraire n'est pas vrai. L'offre froide, actuellement, ne peut pas fonctionner seule. Il lui faut au moins une offre chaude. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est beaucoup plus clair, je vous remercie. Alors, quelqu'un en même temps sur le Pramapad parlait justement des 4 types d'API de stockage. Est-ce que ça répondait à ça? Est-ce que c'était les mêmes personnes? Pas du tout. Ou est-ce qu'il y a besoin qu'on redise un petit peu l'organisation des 4 possibilités de stockage? Je ne sais pas qui. Oui, redire un peu l'organisation des 4 offres. Donc, alors, les 4 offres, là, en gros, on montre toutes les. C'est comme si on était chez le marchand de voitures, je vous montre toutes les options possibles. Mais au final, vous allez peut-être dire, j'ai pas le budget pour m'acheter toutes les options. Ce que je veux, c'est un back-office avec 2 file systems parce que j'ai pas des très, très, très gros volumes. Je vais faire 2 offres en file system. Le voisin, lui, il a le plus gros moyen et puis de toute façon, il a des très grosses contraintes de volumétrie et ou de sécurité. Dire, je vais me faire un back-office avec 2 stockages
deux technologies différentes pour sécuriser les problématiques d'incidence sur ou de dépréciation d'une technologie. Et il va se construire un back-office avec une offre de, par exemple, PySystem et sur un autre site, une offre S3. Il y a aussi la possibilité de dire j'ai commencé avec 2 offres d'un certain type et au bout d'un certain temps, j'en rajoute une autre, une nouvelle technologie parce que dans la vie de mon projet, de mon back-office, ça devient possible et l'ajouter, synchroniser et avoir une offre supplémentaire. C'est vraiment à penser par rapport aux besoins de l'organisation, puisque on a vraiment des utilisateurs, nous, qui, par exemple, alors voilà, pour les citer, l'Agence nationale des traitements automatisés et des infractions, l'ANTAI, qui se dit, bah, eux, ce qu'ils ont besoin sur l'offre froide, c'est de la conservation, mais sans un accès quotidien. Donc, ils se disent, bah, offre froide, ça nous intéresse, alors que d'autres vont plutôt être en mode, on a besoin d'un accès, ou on veut que ce type d'archive soit sur tel type de stockage pour différentes raisons. C'est vraiment paramétrable. C'est tout récent au niveau des fonctionnalités, c'est ce qu'on a appelé la multistratégie de stockage. Voilà, donc c'est vraiment à penser en interne par rapport aux besoins de l'organisation et aux possibilités. Au niveau du service informatique, les compétences qu'ils ont, si les ingénieurs sont formés sur du S3 et ne connaissent pas du tout Swift, ils vont pas se lancer sur une technologie Swift pour héberger leurs données. De la même manière, il y a peut-être déjà eu un investissement sur des baies qui fonctionnent en S3, ils ne vont pas aller acheter des baies qui font du Swift, par exemple. Alors, je finis là avant de les référentiels, je vais te laisser tout. Les référentiels externes, ça peut être ceux qui sont liés à votre organisation et qui font que votre organisation, elle a un type de référentiel particulier sur, alors pas sur les formats, parce que si, sur les formats, on en parle à cet endroit-là. Oui, si, c'est ça. C'est bien tout cela. Donc, c'est les référentiels de format, les référentiels agents, si je ne me trompe pas, ils sont bien là aussi. C'est tous les référentiels qui permettent d'organiser la gestion des archives, de l'entrée pour les formats, par exemple, le référentiel des formats pour la pérennisation, des choses comme ça. Ils sont à gérer, puisque par exemple, un référentiel agent, il a une vie. Il faudra le faire vivre par rapport aux évolutions de l'organisation. Voilà. Les 3 premiers égale offre chaude, et les derniers offre froide, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est ça. Ok, bon. Thierry, je te laisse continuer. Alors, on y va. Hop. Ça, c'est un petit résumé des composants logiciels à la fois utilisés dans Vitam et utilisés aussi par l'équipe de développement pour mettre en œuvre, pour créer ce back-office. Tous les composants sont open source. On utilise un seul produit propriétaire. Je le cherche sur ma diapo, je ne le vois pas. C'est pas grave. C'est Checkmarks pour les contrôles de sécurité. Donc, en outil open source, quand même très important, on a MongoDB, base de données. On a aussi la stack Elasticsearch au cœur du dispositif. Et aujourd'hui, on va utiliser Ansible pour tout ce qui est automatisation des processus d'install et lancement de certains traitements. Les équipes techniques doivent monter en compétence sur Ansible pour installer la solution. On va parler un petit peu. Documentation d'installation. Donc, l'installation telle qu'on la suit est documentée, au même titre que l'aspect fonctionnel, sur le site programmevitam.fr, les dernières versions. Il y a plusieurs rubriques pour la documentation technique où on va en ventiler suivant 4 aspects. Il y a une documentation architecture, qui va pas résumer, mais aller dans le détail de toute l'architecture des concepts de Vitam, un document d'installation, celui qui nous intéresse aujourd'hui, où sont précisées toutes les options d'installation, des prérequis jusqu'à la post-installation. Il y a un document d'exploitation, donc ça c'est pour faire vivre la plateforme une fois que vous l'avez installée. Et le dernier, c'est un document de montée de version qui précise comment, entre chaque version de Vitam, passer de l'une à l'autre, les étapes techniques à respecter. Avec votre documentation d'installation, excusez-moi, est très complète, c'est sa force, mais parfois on peut voir aussi ça comme une faiblesse parce que c'est très dense et au premier abord, on peut s'y perdre un petit peu. Donc,
Pour remédier à ça, on s'inspirait déjà des mécoms qui ont été réalisés pour l'aspect fonctionnel sur la documentation vitale, et on a réalisé un petit document qu'on va suivre aujourd'hui, un pas à pas qui permet de mettre en œuvre déjà les prérequis d'installation et de dérouler l'installation d'un petit Vitam de A à Z. Ce document, on va vous le présenter, il n'est pas dans sa forme finale, il faut qu'on le mette un petit peu aux normes, mais à terme, il a vocation à être publié sur le site, comme les autres documents, mis à disposition du plus grand nombre. Donc là, vous avez le site Vitam. Important aussi, il y a le site GitHub qui référence tout le code source. Et c'est là où on va aller chercher de quoi installer notre Vitam aujourd'hui. Il y a des questions sur la doc, pour l'instant. Non, rien. Alors, prérequis à l'installation. Vitam, installer Vitam, c'est un peu comme faire de la peinture dans son appartement. L'installation de Vitam en elle-même, c'est le moment facile en fait. C'est quand vous passez la peinture au rouleau, mais plus délicat en fait, c'est de réunir les 1039 les prérequis. Et à la fois les prérequis personnels, mais aussi les prérequis techniques sur la plateforme. On va insister un peu sur cette partie-là au fur et à mesure. Parce que c'est la première marche à monter pour pouvoir installer son Vitam. Et souvent, cette marche, on a constaté qu'elle était un peu difficile à franchir. Merci Alice. Par les gens qui nous contactent. Donc, on va essayer de détailler au plus bas dans notre documentation ces prérequis. Alors, pour certains qui assistent à la présentation, ça va paraître des trivialités. Pour d'autres, ce sera peut-être une découverte. On va essayer d'aller au plus fin. Donc, en prérequis, il y a le côté humain. Il faut que les exploitants, les exploitants de la solution doivent acquérir des connaissances en Ansible. C'est vraiment le premier truc. Sinon, ils vont avoir des difficultés à mettre en œuvre les scripts d'automatisation. Ça, c'est vraiment avoir dans un premier temps, à mon avis, c'est le premier essentiel. Ensuite, Consul, c'est l'outil qui permet une sorte de dictionnaire qui permet aux différents composants d'interagir entre eux. C'est à prendre en main un petit peu assez rapidement aussi par les exploitants parce que ça leur permet d'avoir une vue sur l'état de leur plateforme. Dans un deuxième temps, pour un POC, ce n'est pas dramatique de ne pas avoir des compétences sur ces domaines-là. En revanche, quand vous allez partir en production, il faut que vous ayez à dispo des administrateurs de bases de données qui aient des compétences sur les outils MongoDB et Elasticsearch. Pour la montée en charge, ce sera indispensable. Ensuite, il y a les prérequis techniques et logiciels qui sont à remplir. Ça, on va les détailler par la suite. Il y a une question en même temps. Guillaume Nain. Oui, est-ce que vous pouvez dire en 2 mots, rappeler à quoi servent les outils Ansible, Console, MongoDB et Elasticsearch? Oui, alors Ansible, c'est un framework qui permet l'automatisation de tâches sur un certain nombre de machines. Je vais exécuter une commande avec Ansible, il va la reporter sur 4, 20, 50, 100 machines en même temps de la même manière. Ça permet d'automatiser et de fluidifier l'installation. Les gens qui ont mis ça en œuvre chez nous, l'idée c'est de faciliter au maximum l'exploitabilité de la solution pour les partenaires et les utilisateurs de Vitam qui sont derrière. Ça masque la complexité du déploiement par exemple. En gros, le déploiement de Vitam, ça va être une commande Ansible, alors derrière, il y a des dizaines et des dizaines d'opérations qui sont réalisées. Consul, les 2 mots, c'est un outil qui va nous registrer, on dit en anglais, qui sorte de boussole pour les différents composants de la solution. Chaque composant s'enregistre sur Consul et lui permet de dire, quand il est interrogé, où se trouve tel composant. Si le module
je vais dire n'importe quoi, hein, ingest cherche le workspace, il va appeler consul pour lui demander où il est, l'autre va lui répondre, et comme ça, les deux composants pourront communiquer entre eux. MongoDB et Elasticsearch, c'est des moteurs de base de données NoSQL, c'est des composants technologiques Big Data, ça permet de gérer des très gros volumes de données et de rechercher à travers ces volumes les informations qui intéressent. La force de ces composants, c'est notamment l'élasticité. C'est-à-dire que vous pouvez, au fur et à mesure que votre solution croît, rajouter des serveurs pour qu'ils puissent supporter le volume de données que vous avez intégré. Et ça, vous pouvez multiplier comme des petits pains et encaisser la charge, à la fois la charge et l'espace nécessaire. Ok, merci Thierry. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Prérequis. Alors là, on va voir la petite architecture qu'on va déployer aujourd'hui. Nous allons avoir les trois carrés à gauche, hein, 3 rectangles, ça représente les 3 machines virtuelles, les serveurs sur lesquels on va déployer Vitam. POC pour Proof of Concept. Donc ça, c'est les 3 serveurs qui vont nous servir. On va répartir les composants Vitam dessus. Mais pour faire ça, on va avoir besoin d'une 4e machine, qu'on va appeler machine d'administration, machine pivot, peu importe. C'est là-dessus qu'on va déployer les outils, notamment Ansible, qui vont nous permettre de déployer tous les composants Vitam automatiques sur les serveurs applicatifs. Pour fonctionner, nous, on s'appuie sur du Linux, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Nos serveurs sont que Vitam ne fonctionne que sur du Linux, CentOS 7.8, Debian 9. Maintenant, on fait aussi Debian 10 à partir de la version R13. Donc 2 distributions. On sait qu'il y a des partenaires qui ont essayé sur du Red Hat, ça fonctionne moyennant quelques petits ajustements. Voilà, ça, c'est le périmètre des systèmes d'exploitation. Ensuite, sur notre serveur de déploiement, il nous faut Ansible, au moins en version 2.7, voire 2.9 pour une R13. Il y a prérequis de version sur Ansible. OpenSSH, ça pourrait être tout ce qui est gestion des certificats. OpenJDK, c'est Java. Donc, pour Java, Vitam est essentiellement écrit en Java. Là, il y a marqué 1.8, c'est pour la version encore release 9 de Vitam. À partir de la R13, on fonctionne en Java 11. Ça, c'est les prérequis au niveau de la machine d'administration. Sur nos serveurs applicatifs, on a 2 petites contraintes. On a une contrainte, il faut que le dispositif de type SE Linux pour CentOS ou APP-Armor sur Debian, qui sont un composant de restriction d'accès des process, enfin, sécurisation des machines, soit désactivé parce qu'on n'est pas encore complètement compatible avec eux. Et il faut créer un utilisateur qui a des droits avec sudo pour pouvoir faire des actions de type administrateur. Le serveur d'administration, lui, va devoir pouvoir communiquer avec les serveurs applicatifs via cet utilisateur sudo. En optionnel, on ne l'utilisera pas aujourd'hui dans notre démo, mais il peut être intéressant sur la machine d'administration d'avoir un dépôt qui contient les paquets d'installation, soit RPM, soit Debian, pour installer Vitam sur les machines applicatives. Aujourd'hui, on utilisera directement depuis Internet. Une registrie Docker, ça c'est pour les composants extra, on ne les a pas aujourd'hui. C'est des composants qu'on met à dispo pour les environnements, surtout de dev et recettes, pour faire des tests sur l'application, casser ou reconstruire les composants, à surtout pas utiliser en production, pour effacer des données. Donc, ne pas installer en production, ça vous permet d'avoir des gros problèmes par la suite. Enfin, un prérequis important en termes d'infrastructure, ça paraît parfois trivial, mais il faut que toutes les machines soient synchronisées à la même heure.
fonctionne en cluster. Donc, il faut qu'elle soit à la même heure. Donc, il y a un système de synchronisation technique de type NTP qui soit mis sur les serveurs. Est-ce que vous avez des questions sur ces premiers prérequis? C'est assez technique. Désolé, non, je pense qu'il faut passer par là. Il faut passer par là, oui. Question, pas de question? Ah, si, Guillaume, non. Allez-y. Oui, c'est un peu la même chose. Juste, je sais que ça va être, vous parlez à des gens qui n'ont pas tous le même niveau technique, mais c'est quand même bien de pas se contenter de dénoncer les noms des outils, mais de dire en 2 mots à quoi ils servent. Oui, ça va être assez long là, mais on va essayer. Donc Ansible, j'en ai parlé tout à l'heure. Ansible, vous l'avez déjà dit, c'est bon, j'ai compris. OpenSSH, ça va permettre de gérer tout ce qui est certificat électronique. Les applications, pour interagir avec le back-office, toutes les applications doivent avoir des certificats, et même au sein de Vitam, il y a des certificats qui permettent de sécuriser, participent à la sécurisation du dispositif, si vous voulez, la grosse Mac. Donc cet outil est nécessaire pour pouvoir gérer cette partie-là. Surtout, on va installer ce qu'on appelle une PKI, une infrastructure à clé publique. Et pour la générer, on a besoin de ce composant. OpenJDK, ça va être pour pouvoir faire fonctionner Java sur la machine. Prérequis à l'utilisation de Java. Bon, ça, on ne va pas en parler, des trucs optionnels, parce qu'on va vous noyer, sinon. Et ce Linux, je vais essayer d'en toucher un mot quand même. C'est, en gros, ça s'installe sur un système Linux de type CentOS pour renforcer la sécurité. Mais ça la renforce tellement que ça en vient à bloquer certains dispositifs s'ils n'ont pas été prévus pour. Et Vitam, il est en cours d'appareillement avec ce SE Linux, mais tous les composants ne sont pas encore full compatibles avec cet outil. Donc, un prérequis, c'est de désactiver ce SE Linux sur les serveurs pour que Vitam puisse fonctionner comme voulu. Un objectif, c'est quand même que, à venir, c'est que Vitam puisse fonctionner sur un système sécurisé par SE Linux. Ça va dans le sens de l'histoire. Le user with sudo, c'est sur les serveurs, vous avez des utilisateurs qui ont des droits étendus, qui permettent d'administrer le serveur. Cependant, on n'utilise pas directement ces utilisateurs-là parce qu'ils ont tellement de droits qu'ils peuvent, d'un point de vue de sécurité, c'est pas raisonnable de travailler directement avec. Donc, on peut utiliser un petit outil qui donne temporairement des droits à un utilisateur normal pour travailler avec des droits étendus d'administrateur pour faire certaines opérations. Sudo permet à un utilisateur d'exécuter des actes d'administration avec un périmètre limité. Donc voilà, il nous faut sur ces machines un utilisateur qui a le droit de faire des actions d'administration avec sudo et qui puisse être utilisé à travers le réseau par le serveur d'administration pour réaliser des opérations à distance sur les machines. Enfin, la time synchronization, synchronisation de temps, c'est ce que je disais, avoir des machines qui sont pile à la même heure, au millième de seconde près, au millième, allez, soyons fous, pour que les machines, les composants applicatifs qui sont parfois redondés aient vraiment le même tempo, sinon ça cause des dysfonctions. Et j'ai une question complémentaire à redire repos RPM, je crois que tu l'as redit ici. Repos RPM, je à quoi ça redit? En gros, c'est quand on réalise le code de Vitam, on a un code source qui peut être après compilé, mais on a fourni aussi des packages tout faits, des paquets prêts à l'emploi. Donc, ils sont liés au système d'exploitation que vous utilisez. RPM, ça marche avec CentOS. Il y a du Deb aussi qui va avec les liens. Et on les met à disposition également, ces packages d'installation. Pour les utiliser, il faut des dépôts. Alors, il y en a sur Internet, on peut utiliser les dépôts qu'on a à disposition, mais il est parfois plus intéressant, quand les serveurs n'ont pas accès à Internet, comme ça doit être normalement le cas en production, d'avoir un dépôt local où vous pouvez mettre vos RPM. RIP
RPM, c'est le terme pour dire un dépôt local de package d'installation à disposition de vos machines. Registry Docker, c'est une autre technologie un peu éloignée du RPM, mais qui permet de faire des paquets, une image toute faite de certains composants. Et c'est pareil, plutôt que de la tirer depuis Internet, ça peut être intéressant de l'avoir en local pour pouvoir pallier l'absence d'accès Internet sur les serveurs. Je vais avancer un petit peu, sinon on va pas avoir le temps ce matin. Désolé, c'est un peu technique. Phase d'installation. Alors, à l'issue de notre installation, on va avoir des composants répartis. Hop. Sur notre serveur, on va mettre tout ce qui va d'admin, on va installer tout ce qui est partie déploiement, donc ça va être la partie Ansible, les scripts qui permettent d'installer Vitam. Et sur notre petite machine, on va avoir les composants Vitam, vous voyez, on a un certain nombre. Avec une seule commande, à la fin, on aura installé tous ces composants répartis sur chaque machine et ils seront configurés pour pouvoir communiquer. En tout cas, un seul objectif, on croise les doigts, pour pouvoir communiquer entre eux et être accessibles de l'extérieur. Là, je ne vais pas tarder à passer sur le fichier d'install, le pas à pas. Les grandes étapes qu'on va suivre, une fois après avoir mis les prérequis en œuvre, prérequis techniques, c'est configurer l'infrastructure clé publique que j'évoquais tout à l'heure. C'est une partie optionnelle dans la mesure où les entités informatiques ont parfois déjà une infrastructure avec clé publique de prête qui permet de fabriquer des certificats. C'est une usine à certificats, si vous voulez. Mais dans le cadre d'un POC, faire appel à l'usine à certificat de l'entité, c'est parfois délicat. Donc, on a pris sur nous de fournir des scripts qui permettent de construire une petite PKI, une petite usine, et de générer les certificats qui nous intéressent pour déployer un POC. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On va mettre en œuvre cette option. Ensuite, on va installer les certificats qui correspondent et générer ce qu'on appelle les key stores, composant des certificats dans Java pour l'applicatif. On va générer des hostbars, c'est pour la partie Ansible, c'est ce qui lui permet de retrouver où sont les machines pour pouvoir déployer après proprement dessus, et on passera notre. Donc là, je vais basculer sur le petit fichier d'install. Je vais essayer de le retrouver. Voilà. C'est le document pas à pas que j'évoquais tout à l'heure. Il sera donc mis à disposition prochainement. Voilà, vous attachez pas à la forme. Il sera peut-être mis à jour suite à cette petite présentation et à vos remarques d'ailleurs. En gros, disait, il a pour but de présenter la cinématique d'installation de Vitam en pas à pas, évoquer les prérequis techniques, ça s'adresse à des techniciens quand même, hein, et avoir une petite documentation synthétique qui va piocher à droite et à gauche dans la documentation complète de Vitam pour mettre les étapes bout à bout et éviter d'avoir à trop galérer au début à rechercher les infos dans la documentation officielle. Donc l'architecture, c'est ça qu'on va respecter. Un serveur de déploiement sous CentOS 7, 3 serveurs applicatifs sous CentOS 7. Chaque machine dotée de 8 Go de RAM, nous on aura le double pour notre POC. On parlera peut-être suivant le temps disponible, on parlera un peu dimensionnement à l'issue de la présentation. Relié à un réseau local commun. Là, dans notre cas, les machines ont accès Internet, donc il n'y a pas besoin d'installer des dépôts locaux de RPM. Et les machines sont synchronisées. Une question? Non, pas de question. Notre machine pivot, nos 3 petits serveurs de déploiement, un réseau qui les relie entre eux. Pour l'instant, on a ça. Alors, on va avoir besoin de 2 choses à récupérer pour installer Vitam. Enfin, une chose principale. Les scripts d'installation. Les scripts d'installation,
ils sont disponibles sur le dépôt GitHub officiel de Vitam. GitHub, c'est une ressource mondiale qui appartient maintenant à Microsoft, qui permet de partager du code source notamment, enfin du code source, oui. Et on va aller voir tout de suite. GitHub, sur le GitHub de Vitam. Non, c'est pas celui-là. Il clique trop vite. Vitam. Voilà, on a tout le code source qui est à disposition. Nous, ce qui nous intéresse notamment, c'est ce paquet-là, où il va y avoir tous les scripts d'installation de Vitam. Donc, dans la documentation, on nous donne un petit lien direct vers une version. Vitam est versionné. Aujourd'hui, on va installer Vitam en version 3.03-1, donc dans la version 3, qui était fournie au premier trimestre, si je me souviens bien, qui fonctionne en Java 11. Donc, je vais aller sur les petits serveurs. On va commencer à aller en dur. Je tape mon mot de passe, vous ne regardez pas. Pardon. Là, je suis encore sur mon serveur de déploiement. Voilà. Hop, je me mets. Donc, je suis sur la machine de déploiement. Je vais dans un espace temporaire que j'ai envie de l'installer là. Et il faut que je récupère un package. Bon, moi, je l'ai déjà, mais on va faire la commande. En espérant qu'elle fonctionne, bien sûr. Et là, comme on fait des commandes, on fait des commandes en direct, on risque de bénéficier à fond de l'effet démo. Hein. J'appelle ça l'effet Bonaldi parce que je suis un peu éragé. Déjà, ça ne marche pas parce que j'ai pas de proxy. Voilà, ça commence. Si vous souhaitez augmenter la taille de votre écran, vous pouvez jouer sur diminuer la taille des vignettes sur LifeSize. C'est-à-dire que soit l'écran vignette est très grand, soit l'écran partagé est grand et plus grand. Voilà, ça permet un petit peu d'augmenter la taille de votre écran si vous avez besoin, voire même de le passer en nouvelle fenêtre et en plus grand. Donc là, je télécharge le paquet installation de Vitam. Hop, je l'ai à disposition, c'est ce paquet-là. C'est ce qu'on appelle une archive. Dedans, il y a de multiples fichiers, des répertoires, etc. Ensuite, il faut la décompresser pour pouvoir l'utiliser. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'écraser ce que j'ai déjà préparé. Cette commande-là, en gros, vous permet de récupérer, de désarchiver le paquet, comme un zip sur votre PC. J'ai perdu la fenêtre. Ça va être super pratique, ce switch de fenêtre. Donc, il faut que j'aille dans le répertoire qui a été créé. C'est celui-là. Vitam 3.01. Dedans, il y a de multiples arborescences. À l'origine, il y avait le code source, même les DRPM, j'ai tout supprimé pour gagner de la place. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le répertoire deployment, car il contient tous les scripts d'automatisation. Voilà, l'élément deployment. Voilà. Si je suis ça, on va réduire cette fenêtre, ce sera pratique. J'ai décompressé le package. Durant l'installation, il faut, les machines vont chercher à installer des packages EPL. Donc, deux cas, soit ma machine ou accès à Internet, il faut qu'elle soit configurée pour pouvoir accéder à Internet pour récupérer ce package, soit, comme on disait tout à l'heure, elles n'ont pas accès à Internet et il faut que vous ayez un dépôt local qui permet d'installer ce package. Ensuite, prérequis. Sur le serveur de déploiement, il faut qu'Ansible soit installé. Dans la doc d'installation officielle de Vitam, cette partie-là est indiquée comme étant un prérequis, mais il n'y a pas les détails d'installation de ce composant. Dans ce pas à pas,
On a pris parti de mettre les commandes nécessaires à ces installations-là. Si les gens sont à l'aise ou utilisent déjà Ansible, il n'y a pas besoin d'avoir ça. Et là, on va le faire. Sur ma machine, il y a déjà le produit installé. On est dans les temps, Alice. Je pense, oui. Alors, vous voyez, là, j'avais pas les droits d'exécuter la commande. J'utilise sudo pour étendre temporairement mes droits. Ça fait presque déjà une heure qu'on s'amuse ensemble. Il recherche le paquet. J'ai déjà Ansible 2.9 de dispo. S'il n'était pas, je confirmerai l'installation et il me mettra 9. Ensuite, on va préparer la configuration d'Ansible pour qu'il puisse installer des choses automatiquement. Je vais maintenant Ansible, comme on l'indique. Et là, Ansible, pour fonctionner, a besoin, s'appuie notamment sur un fichier qui s'appelle host. J'en ai préparé déjà, et dedans, on nous demande de faire au moins, dans la petite papa, créer une rubrique qui s'appelle pivot, où j'indique la machine locale comme étant appartenant à ce groupe. Ça, c'était pas prévu. Petit peu dans la doc. Qu'est-ce que ça fait là? Hop. Donc j'ai bien le petit groupe pivot d'installer. Et là, on va installer les prérequis. Alors, je ne sais plus si j'ai le tableau sous la main. Les trois qu'on a essayé de détailler tout à l'heure. Ansible, on lâche à la main. Ce premier prérequis rempli. Ensuite, OpenSSH et JDK pour avoir Java. Pour faire ça, on écrit ce qu'on appelle un rôle dans Ansible. Et on demande sur toutes les machines du groupe pivot d'installer OpenJDK et OpenSSH. C'est de la syntaxe Ansible que je vous montre. Je vous disais que c'était un prérequis, qu'il fallait que les techniciens maîtrisent cette syntaxe ou apprennent à la maîtriser en tout cas. Pour tous les gens qui sont aujourd'hui archivistes, etc., bien entendu, ce n'est pas à vous d'apprendre ça, hein. C'est aux gens qui vont gérer votre plateforme. Donc là, ce petit script, ce bout de script va réaliser l'installation des prérequis. Ensuite, on l'exécute avec une commande Ansible Playbook qui dit dans le fichier, en t'appuyant sur le fichier host, lance-moi le rôle, installe prérequis, item pivot. Je fais ça. Je vais essayer. Attention, effet démo. Donc là, il a trouvé que le host, localhost est bien présent. On doit installer OpenJDK et OpenSSH. J'espère que je ne suis pas en train de tout casser. Sinon, la démo, ça va s'arrêter. Voilà. Je suis OK. Il a bien tout fait ce que je voulais. Donc là, en théorie, mon serveur de déploiement a les prérequis attendus. Maintenant, il faut mettre en œuvre des prérequis sur nos VM applicatives, les machines qui, en elles-mêmes, vont supporter back-office Vitam. Donc, avant de pouvoir exécuter des commandes Ansible, il faut que notre machine pivot puisse accéder par SSH, donc un système de connexion à distance sécurisé. Donc, que le serveur de pivot puisse connecter par SSH sur nos serveurs applicatifs. Donc là, on a mis les commandes pour faire ça. Le but étant de pouvoir se connecter, faire cette commande-là, à distance sur les serveurs. Les machines disposent déjà de la commande SSH. Je ne vais pas écraser toute la consigne, on va faire un temps fou aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de, en gros, pouvoir exécuter une commande de ce type-là. Je dis, je veux me connecter avec le user CentOS sur la machine Vitam. OK. Site 2-VL-1. Ça, c'est la première machine de notre petit environnement de test. On aura 3 serveurs. Il y en a un qui s'appellera Vitam Proxy. 2 qui s'appellera Vitam Proxy. 3 qui s'appellera Vitam Proxy. 2 qui s'appellera Vitam Proxy. 3 qui s'appellera Vitam Proxy. 2 qui s'appellera Vitam Proxy. 3 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 qui
oxyde2-vn-2 et l'autre -3. C'est des noms cabalistiques. Suivant vos infras, ils s'appelleront complètement autrement. Peu importe, le tout, c'est que le serveur d'admin puisse se connecter dessus avec un user applicatif. Donc là, j'ai pu me connecter, je suis sur le serveur applicatif. Et il faut pouvoir faire ça sur tous les environnements de la plateforme. Ce petit chapitre de configuration SSH permet aux gens pas très à l'aise avec SSH de mettre en œuvre le prérequis. A priori, c'est quand même une configuration qui est maîtrisée par la plupart des exploitants. Donc là, j'ai mis 3 serveurs applicatifs qui sont prêts à travailler à distance. Il faut que je renseigne mon fichier host pour indiquer que, alors là, on va dire que c'est mon petit site 2, et on retrouve le nom que j'ai appelé là, et les noms des 3 autres machines. En gros, dans mon fichier host, il faut que je crée un groupe pour chaque serveur que je veux joindre. Là, j'ai d'autres environnements vitaux qui sont prêts. Là, celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Avec un fichier host Ansible, vous pouvez gérer plusieurs environnements. C'est ce qui fait ça, aussi sa force. Et pouvoir faire des actions sur tout le groupe, ou partie de votre fichier host. C'est aussi ça qui est intéressant. On peut morceler l'activité en fonction de ce qui nous intéresse. Donc là, j'ajoute mes petites machines dans mon fichier host. C'est fait. Et je vais commencer à créer des rôles pour faire les actions de prérequis. Un des principales, c'était désactiver SL Linux. Là, hop, je crée mon rôle. Dedans, il faut qu'il y ait host all, moi j'ai mis host vitam. Ça fonctionnera. Le user, la tâche, je lui demande disable de ISO Linux. Donc là, je suis prêt à exécuter ça. Et de la même manière, est-ce que ça va fonctionner? Moi, je vais faire sur le site 2. Je lui demande d'exécuter ça à partir de mon fichier host que pour les machines du site 2. Il trouve les 3 serveurs, il exécute le disable, et il me dit que tout est OK. Vous voyez, en une commande, j'ai pu réaliser grâce à Ansible une opération sur 3 serveurs d'un coup. J'aurais pu faire la même chose en me connectant successivement sur les 3 machines, mais déjà j'aurais perdu du temps, et en plus, en multipliant par le nombre de machines, je multiplie la possibilité de risque d'erreur. Voilà. Donc ça, c'est un outil Ansible, j'insiste un peu, du coup, puisqu'on n'a pas tous le même niveau sur l'utilisation, qui vous permet d'automatiser, de faciliter, mais aussi de fiabiliser tout ce que vous allez faire. Voilà. Bon, plus. À ce stade, on va récapituler un petit peu. On avait notre petit schéma tout à l'heure, nos 3 machines plus le serveur d'admin qui était prêt. Là maintenant, on a Ansible, OpenSSL, OpenJDK qui sont installés sur la machine Tilo. Et mon user CentOS peut connecter par SSH sur les 3 serveurs applicatifs. Les adresses IP sont là, ça ce sont des adresses IP, pardon. Elles sont là pour indication. Suivant votre service informatique, ce ne seront pas les mêmes. Voilà. Donc là, on a mis la plupart des prérequis techniques qui sont en amont de l'installation de Vitam. Maintenant, on va commencer à pouvoir faire les prérequis Vitam à l'installation de Vitam. C'est un peu compliqué, mais en suivant le pas à pas, normalement, on s'y retrouve à peu près. Donc, je retourne dans mon espace temporaire où j'ai récupéré l'installation de Vitam 303-1. Dedans, je vous ai dit, il y a un répertoire qui va être fondamental aujourd'hui, qui s'appelle Deployment, déploiement. Dans ce répertoire-là. Et là, on va avoir un certain nombre d'arborescences et de scripts mis à disposition.
pour fonctionner, donc ces scripts, ça va être Ansible, on l'a dit 4 fois, mais pour fonctionner, on a vu qu'il y avait besoin notamment d'un fichier host et éventuellement d'un certain nombre de variables. Le fichier host de Vitam, il va être installé dans un répertoire qui s'appelle Environments. Quand on descend l'installation, le paquet d'installation de Vitam, on obtient un certain nombre de fichiers d'exemples qui sont là pour vous donner une répartition. Alors, c'est pas forcément celle-là qu'il faut retenir, mais c'est une répartition qui marche en fonction de topologie d'installation. On réévoquera tout à l'heure, mais Vitam, on propose plusieurs topologies en fonction du besoin, qui vont être par ordre de taille. En gros, on va commencer, on appelle ça les tailles de t-shirt. Un peu comme quand vous allez acheter un truc chez CA, vous avez le small, medium, large. Si vous commencez à être un peu comme moi, X large, X small, moi j'ai plus. Ah, c'est la vie, la vie. Donc aujourd'hui, pour le POC, je vous avais dit qu'on s'attaquerait à un small. On va adapter cet exemple-là à notre contexte d'installation. En gros, ça va consister à remplacer les noms qui sont mis dans le fichier d'exemple par les noms de machines qu'on a installés. Alors, il nous propose de copier le fichier exemple pour ne pas l'écraser sous un nom de fichier host.poc. C'est ce qu'on va faire. Je prends le fichier exemple small et je le copie en host.poc. Je vais l'éditer. Et dedans, j'ai des groupes qui vont ressembler, si vous avez une mémoire photographique, un petit peu au nom des composants applicatifs qu'il y avait sur les premiers schémas que je vous ai présentés. Et ces composants applicatifs sont redécoupés en zones et en groupes de machines. Et ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est remplacer ces petits noms-là par le nom de machine tel qu'on l'a installé. Je me suis planté, personne ne l'a vu. Si, j'avais vu, mais je voulais pas te le dire. Bah, il fallait. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas du tout crédible. Ah oui, d'accord. J'ai pris le médium et là, ça n'arrive pas. Je ne verrai pas. Ah oui, c'est mieux. Small VM1. On a aussi une Small VM2 et quelques peu plus bas, on va avoir du Small VM3. Donc, en gros, la personnalisation du fichier va consister par remplacer ces noms de fichiers par ceux des machines telles que je les ai installés. Alors, il y a une commande cabalistique. À nouveau, désolé pour les gens qui ne pratiquent pas ces trucs-là quotidiennement. C'est la punition de vos collègues techniciens. Donc, la commande est modification globale est là. Je vais la reporter ici. Hop. En gros, ça consiste à dire du début à la fin du fichier, remplace-moi small VM1 par le nom tel que moi je l'ai mis, site2 VM-1 vitam-env et de manière globale. Évidemment, je me suis planté. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ça. Vous avez le droit de me corriger pour ceux qui savent où j'ai fait l'erreur. Hein. Où est Charlie, faut qu'on t'aide? Ah, où est Vitam? Donc, site 2, ouais, 8 substitutions. Cette machine 1 est utilisée 8 fois dans l'installation. Je vais vous spoiler, la machine 2, normalement, de mémoire, elle est utilisée 11 fois. Donc ça, c'est le côté fastidieux un petit peu de la préparation, mais il faut y passer.
sachant que dans les environnements type X-Large, vous arrivez à 50 machines quand même. Je vous laisse imaginer le plaisir de faire ça. Et c'est toujours mieux de devoir faire une fois un fichier host et puis avoir des commandes automatisées que de devoir la faire chaque commande une fois sur 50 serveurs. Est-ce qu'il oublie quelque chose? On espère que non. Ah, 11 fois. Et Alice va nous dire combien de fois la machine 3 est utilisée. Oh merde, on peut pas répéter. Je sais plus. Pas beaucoup. Elle n'a pas beaucoup d'utilisation, mais elle supporte une base MongoDB qui est relativement conséquente, donc on l'épargne un petit peu. Six substitutions. Voilà. Donc ça, on a déjà fait une petite partie de la personnalisation. Ensuite, on va nous demander, toujours dans ce fichier host, de mettre à jour un Vitam sitname. Dans le cadre d'une mono-install POC, ce n'est pas foncièrement fondamental. En revanche, c'est toujours bien de prendre l'habitude de personnaliser cette variable. Dans le cas où vous commencez à utiliser plusieurs sites Vitam qui communiquent entre eux, ils ont besoin d'avoir un nom différent pour s'y retrouver. Donc, prendre l'habitude de personnaliser. Ah mince, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Et je vais retrouver sa fenêtre. Voilà. Toujours bien de prendre l'habitude de personnaliser cette petite partie. Donc là, je mets POC test. Pourquoi pas, ça peut être autre chose, pas de souci. Tout, c'est de l'initialiser. Ensuite, si vos serveurs ont un accès à Internet, il est parfois préférable de rappeler, s'il y en a besoin également, la partie reverse proxy. Alors, le proxy, c'est le composant qui est généralement utilisé sur le réseau pour comme porte de sortie vers Internet. Donc, si vous ne donnez pas l'adresse de la porte, vos machines peuvent avoir des difficultés à le retrouver. J'ai tout un petit fichier, l'adresse de proxy. Et je vais le renseigner là, bien sûr, deux fois. Hop là. Bon. Et puis, on va s'arrêter là sur cette partie de fichier host. Là, j'ai personnalisé le fichier qui est fondamental pour Ansible pour pouvoir retrouver les serveurs et exécuter des ordres dessus. Maintenant, il faut qu'on passe dans une partie de mécanique propre à Vitam pour initialiser certaines variables qui vont permettre de définir un certain nombre de traits associés à votre plateforme. On évoquait par exemple tout à l'heure la possibilité d'avoir plus ou moins d'offres, est-ce qu'il y a 4 offres tout le temps, etc. C'est dans un de ces fichiers qu'on va définir les offres qui sont sur notre serveur et de quelle manière on les utilise. De stockage. Le stockage, merci Alice, toujours précise, toujours là pour vous. Donc, pour faire ça, on a un fichier de paramètres qui est dédié, qui s'appelle offer ops, opts, comme vous voulez, et on va aller l'éditer. Donc là, nous sommes dans le répertoire environments, nous allons aller sous le répertoire groupars all, qui est un répertoire standard d'Ansible. Et là, j'ai un certain nombre de fichiers qui sont déjà mis par le package d'installation et qui sont en format exemple. Donc là, il y a un offer opts qui est déjà mis. Moi, je vais quand même copier le fichier exemple, partir d'un truc à 0, propre. Je vais éditer ce petit fichier. Qu'est-ce qu'on a dedans? En haut, on a la stratégie qui va dire pour votre environnement
quelles sont les offres que je veux utiliser. Je ne vais pas détailler tout de suite, je vais aller juste en dessous. Et là, vous avez une rubrique Vitam Offers, où doivent être définies toutes les offres que vous voulez utiliser. Si vous voulez utiliser une offre, elle doit être déclarée là. En revanche, vous pouvez déclarer déjà des offres dedans sans pour autant les utiliser. Ce n'est pas interdit. C'est pour ça que là, vous avez déjà une offre bande qui est déclarée, à titre d'exemple, qui peut servir de modèle à la mise en œuvre d'une tape librairie sur votre Vitam. Si je descends, j'ai une offre file system. Le nom ici est important. Il faut le retenir car vous allez devoir le remettre en synchronisation dans le fichier host. Là, ça tombe bien, dans le fichier host, j'ai déjà ça qui est déclaré, mais si vous déclarez une offre, si vous changez le nom, il faut mettre le fichier host, il faut appareiller le fichier host. Donc là, je déclare une offre FS File System, donc le système de base sur Linux. Le provider, c'est le type d'offre qu'on utilise, File System H, et après, il y a quelques options. Je vous conseille pour un POP de ne pas y toucher, de le laisser par défaut. Pour les utilisations avancées, vous pourrez être amené à faire modifier ces paramètres-là. Ensuite, j'ai une première offre objet qui est définie, offre Swift, avec les paramètres, le provider, une sorte de pilote pour faire une comparaison avec ce que vous pouvez avoir sur le coordinateur. Et les paramètres qui sont nécessaires pour fonctionner sur Swift. Et vous avez aussi un exemple de offre S3. On est arrivé au bout du fichier, je remonte. Je vous ai dit que dans la sous-rubrique offre, il y avait plusieurs offres déclarées, mais dans notre stratégie qui va être mise en œuvre là, par défaut, il n'y a qu'une offre FS qui est mise en œuvre. Donc je pourrais avoir 36 offres déclarées en dessous, tant qu'ici je ne mets que offer FS1, il n'y a que celle-là qui sera utilisée. Vous avez après en dessous des exemples.
Oui, c'est fait. Oui, c'est pas le même. Je sais pas, il doit être sur le truc de Alice Bricom. Excusez-moi, on n'a plus le son. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, merci. Oui, oui, à qui? Oui, à Thierry ou oui, Ouais. sur le micro Vous n'entendez pas Alice depuis au moins 5 minutes? Oui, à Thierry, ok. Ok, bon, alors, Attends. je suis désolé. Allez, t'as un temps, oui, c'est que le changement de micro. Ok. Alors, Bah, on va rester sur le mien, mais c'est un peu embêtant pour l'enregistrement. ah, il y a deux mains levées. Pourquoi toi, t'as deux mains levées et pas moi? Je sais pas. Non, il y a un souci sur mon ordi. Ok, donc, eh bien, nous continuons avec l'ordi de Thierry et on a vu les deux mains levées. Est-ce que c'est pour signaler des problèmes de son, peut-être, et micro HP? Donc, il y a un problème sur l'ordi, sur un des ordi. Je suis désolé, je sais pas depuis combien de temps je parle dans le vide. Bah, après, ils peuvent peut-être te le dire, parce qu'il y a le micro activé, réactivé. Ouais. Donc, bah, je suis désolé, je vais reprendre au fur et à mesure où j'en étais, mais... À quel endroit à peu près? Est-ce que tu peux mettre le son? Ah oui, c'est pas vrai. Oui. Ok, allez-y. Alors, quelqu'un peut nous indiquer à quel moment vous n'entendiez plus rien? Ça fait à peu près 5 minutes. Pardon? Ça fait à peu près 5 minutes. 5 minutes? Ah, merde. Désolé. Flûte, pardon, excusez-moi. Ok, qu'est-ce qu'on a fait en 5 minutes? Mais par contre, il faut couper les autres micros. Ouais. Parce que le bruit qu'on entend, en effet, c'est un partie. Mon live chat, il est sauté. Non, quand même, c'est bon pour l'enregistrement. Oui. Alors, je vais couper les micros de certains utilisateurs si j'y arrive. Non, je peux pas, moi. Vas-y, mets-toi sur la liste des utilisateurs. Ouais. Tous. Tout. Et là. Là.
Donc, ok, donc le bruit de clavier que quelqu'un entendait, c'était pas nous. Ok. Tu peux pas, toi. Non, je peux pas, je suis pas administrateur Alors, de il y la a des solution. micros réactivés. Est-ce que vous pouvez regarder à les couper, s'il vous plaît, parce que c'est en effet ces bruits-là qui peuvent être entendus et pas nous, finalement. D'accord. Bien. Et donc, mon outil, à moi, est planté. Bon, bah pour la vidéo, on en fera peut-être une améliorée posteriori. Ouais. Donc, le volt, je vais reprendre rapidement en audio, puisque ça, je pense que vous n'avez pas trop suivi. Ça permet donc de mettre dans un endroit unique pour Ansible tout ce qui est référence au mot de passe et tout ce qui a trait à la sécurité sur lequel Ansible va être amené à travailler, et à crypter ce petit fichier de référence pour que justement ces éléments délicats soient sécurisés. Donc, nous, on livre un Vault déjà configuré avec des mots de passe par défaut. Ce que je disais, c'est que pour un POC, il n'y a pas de souci à laisser les mots de passe par défaut. Je dirais même au contraire, ça vous évite peut-être des embûches au début. En revanche, pour passer en production, il faut l'adapter et le personnaliser. Donc, on livre un fichier Vault déjà crypté, déjà opérationnel, mais vous pouvez très bien utiliser le fichier Vault sample pour personnaliser vos mots de passe. Vous voyez, ils ont attrait aux différents composants, notamment les bases de données, etc. Les personnaliser et recrypter pour pouvoir utiliser par la suite avec Ansible votre fichier de référence personnalisé pour le déploiement. Ok, ensuite, je disais, je reprends le petit fichier de suivi. Une fois les volts prêts, on a besoin d'avoir une référence pour les paquets d'installation de Vitam. Deux possibilités, soit vous avez un accès Internet sur vos VM et il faut personnaliser la configuration des machines pour leur dire où se trouvent les paquets d'installation sur Internet. C'est ce qu'on va faire là, pour l'exemple qui nous intéresse. Seconde solution, on l'avait évoqué un peu plus tôt, avoir un dépôt local auquel les machines ont accès. Et dans ce dépôt local, vous déposez les paquets d'installation de Vitam et l'installation se déroulera à partir de ces paquets. Toujours est-il qu'il faudra que vos machines aient accès à ce dépôt local. Donc là, ce qu'on va faire, c'est dans le répertoire de paramétrage, là, vous avez un exemple pour CentOS, un exemple pour Debian de configuration des répertoires. Nous, on va le réaliser pour CentOS et on va le personnaliser. Donc là, j'ai un certain nombre d'exemples qui sont mis. Alors, surtout, il faut enlever le petit dièse au début, là, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, personnaliser avec les values qui sont liées à la version que vous voulez installer. Bien joué. Je recommence. Ça va marcher. Hop. Non. Il ne veut pas faire un copier-coller à travers mon truc. J'essaye une dernière fois et après je me le fade à la main. Oh, merci. Proxy, est-ce que je mets le proxy? On va remettre notre proxy de tout à l'heure. Je sais jamais. Je sais pas si c'est quelqu'un qui marche chez lui sur son parquet, mais si. S'il pouvait désactiver son micro, ce serait pas mal. Il va y arriver, hein. Je vais pas prendre le risque de le faire parce que étant propriétaire entre guillemets de la conférence, je risque de couper la conférence. Ça serait vraiment dommage. Voilà. Donc là, je lui ai donné le chemin sur le site downloadprogrammevitam.fr où nous mettons à disposition nos paquets d'installation. Je lui donne le chemin jusqu'à la version qui m'intéresse, 3.0.3-1, et le type de package, de paquet RPM.
un répertoire pour les produits Vitam et un pour ce qui est external. C'est cabalistique, mais c'est comme ça. Vous avez nos paquets sont répartis suivant 2 aspects fonctionnels. Il faut mettre le lien vers les 2 et ce sera OP. Okay. Voilà. Pensez à décommenter. Je l'ai mis parce qu'on s'est fait avoir plusieurs fois avec certains partenaires. Le proxy, je l'ai fait. Donc là, on a fait la tuyauterie. Maintenant, on va passer à la partie pas délicate, mais pas forcément toujours facile à prendre en main, c'est la gestion des certificats. Donc, certificats électroniques qui permettent de sécuriser les échanges au sein avec le back-office et au sein du back-office. Donc, là, on va réaliser l'opération optionnelle qui consiste à mettre en œuvre une usine de génération de certificats. Chez les anglo-saxons, on appelle ça une PKI. Chez nous, l'infrastructure à clé publique, clé privée, infrastructure de clé. Vous avez une collection de scripts qui vous permet de générer et d'automatiser toutes les étapes de mise en œuvre des certificats dans Vitam. On ne va pas s'en priver pour un POC. Et je vous conseille pour un POC de l'utiliser également. Franchement, ça facilite les premiers abords de Vitam. Donc, là, j'étais dans le répertoire All. Je vais revenir à mon répertoire de déploiement. J'ai un petit script PKI, un répertoire PKI qui regroupe tous les scripts d'automatisation. Bon, je vais arrêter de faire des copier-coller parce que ça fait que... Voilà. Script. Et là, je vais générer la première étape. Ça consiste à générer l'autorité de certification. Excusez-moi pour le changement de fenêtre inopiné. Je lance le script. Et là, ça me fait un certain nombre de tâches. Oui. Okay. Faut pas que je tapote avec mes ongles, peut-être. C'est très bien. Donc là, j'ai généré une autorité de certification. Maintenant, je peux générer des certificats. Hop. Pour les machines de notre environnement Vitam. Donc, pour qu'il sache quelle machine j'ai, il faut que je lui donne mon fichier host associé. Host.poc. Je lance le script. On croise les doigts. Ça a l'air bien parti. Là, il commence à faire pour le service ingest external. Access external, je ne veux pas tout vous lire, vous lisez aussi bien que moi. Et il est quand même parti pour en faire un certain nombre. C'est là où tu te demandais si tu allais danser ou chanter? Ah non, c'est bien après, là c'est la partie courte. Ah oui, on est déjà à 11h30. Tu m'invites à me dépêcher un peu? Ah non, pas du tout. Ah. Voilà, il a fini de faire mes certificats. Donc ça, c'était toute la partie optionnelle. Il les a aussi placés dans les répertoires d'installation. Là, si je prends celui-là, là, Environment, Certs, Client Storage, il a placé les clés et les certificats à l'endroit attendu par les scripts Vitam. Donc ça, c'est pas forcément trivial non plus à prendre en main au début. Du coup, ces scripts-là, franchement, c'est facilitateur. Pour un POC en production, il faudra se farcir la mise en œuvre de certificats issus d'une PKI de production. Donc là, j'ai mes certificats dispo. Maintenant, on sort de la phase optionnelle. Il faut générer
les stores. Donc là, j'ai un script generate stores. Hop. Qui vont prendre nos certificats et faire ce qui est attendu pour le déploiement sur les différents serveurs. On n'est plus très loin du lancement de l'install. Hein. Normalement, vers 16 h, on a fini. Excusez-moi, je blague un petit peu. Ça, c'est les prérequis. On est encore dans la phase de prérequis, mais là, c'est les prérequis, pas les prérequis techniques d'infrastructure, configuration des serveurs, c'est les prérequis Vitam, ceux-là sont décrits dans la doc. C'était l'avant-dernier prérequis. Nos certificats sont prêts à être utilisés. Maintenant, on a une petite étape qui s'appelle génération des hostbars. C'est une configuration pour Ansible pour savoir quelle est l'adresse à utiliser sur nos serveurs pour réaliser certaines opérations dans le cadre d'une machine qui a une seule carte réseau. On a nos environnements qui sont découpés parfois en zones, et si on a plusieurs cartes, il y a d'autres scripts à jouer pour qu'ils se retrouvent. Et là, on va lancer, le script de configuration. Il y a un piège dans la ligne, là. Il faut comprendre que ça, c'est une seule commande. Il faudrait écrire en tout petit, mais comme il est des vieux yeux, j'ai mis en plus grand. Hop. Donc là, j'appelle. C'est notre premier playbook en Ansible, 2 Vitam qu'on va lancer. On y croit. Dans le répertoire Vitam, le fichier, le script generate hostbars. Et à la fin, ask voltpass, c'est le mot de passe pour pouvoir déverrouiller temporairement la lecture du fichier Volt qu'on a créé tout à l'heure, qui regroupe tous les mots de passe de manière sécurisée. Donc là, il va me demander le mot de passe. Change it. Là, il se connecte sur les serveurs, il récupère l'adresse IP, il la colle dans le hostbar qu'on souhaite, et c'est fait. Jusque-là, on est bien. Dernière petite étape optionnelle, c'est configurer les dépôts d'installation sur les serveurs. Tout à l'heure, on a mis à jour un fichier qui contenait les adresses des dépôts. L'opération que je vais faire consiste à mettre à jour les serveurs avec ces informations-là. Donc, copie ça. Alice a une remarque pertinente à faire. Non, elle respire. Voilà, il a bien mis mes repositories CentOS, et comme il a vu que mes serveurs n'étaient pas Debian, il n'a pas fait les options Debian. Donc, a priori, on a fait tous les prérequis de l'installation de Vitam. Ouais, en parlant beaucoup, j'ai mis 1 heure. Quand on a l'habitude, ça peut être assez rapide. Si l'infrastructure, les serveurs, tout ça a déjà été déployé, j'avais préparé les machines à l'avance ce matin. Bon. Donc là, on va se lancer, on croise tous qu'on a les doigts. On va lancer l'install de Vitam, c'est donc une seule commande. En fait. Voilà. Un playbook qui s'appelle Vitam, c'est incroyable. Je mets le petit mot de passe. Il me demande si je suis vraiment certain de vouloir installer Vitam. Je lui réponds oui. Et bon, c'est parti.
Et là, on va se coucher, ça dure sur mon environnement 3 machines qui est sur un cloud de l'État avec ses 16 Go de RAM et ses 4 processeurs par serveur. Ça peut prendre jusqu'à 3 quarts d'heure sur mon infrastructure. Donc, j'ai une autre image, j'ai utilisé l'atelier de peinture tout à l'heure. Là, je vais faire comme si on était dans une émission de cuisine. Dans une émission de cuisine, le mec il vous prépare tout le gratin, il vous dit je le mets au four, il vous dit oh, comme ça dure 3 heures, je vous en ai préparé un autre. Pour le manger. Pour le manger, donc là, on va aller voir le log d'une installation que j'ai fait au préalable, parce que je ne vais pas vous retenir 3 quarts d'heure pour voir toute l'installation. Je retourne sur mon petit pivot, prod, pivot, privot, non, pivot. Voilà, et voilà. Est-ce qu'on aurait encore un log? Mais oui, on installe log. Et si je le déroule, toutes les étapes, avec les durées. Ouais, là, j'étais pas loin d'1 heure ce jour-là. Hein. C'est 1000 heures à l'installer celui-là. Oui. C'est ça 1 heure, et à la fin, bah, j'ai un petit résumé. Donc, j'ai toutes les. Que des OK, pas de fail. De toute façon, si ça fail, bah, il s'arrête en cours et que vous avez le droit de chercher pourquoi et de relancer install. Et un résumé des différents. Voilà, un certain nombre d'étapes. Voilà, à l'issue de ça, vous avez donc un back-office opérationnel, mais pas utilisable pour verser des archives. Pourquoi, Alice? Il n'y a pas de IHMD. Ah si, il y a l'IHM démo. démo. Y accéder? Non, alors c'est quoi? Bon, je ne sais pas, on n'a pas révisé. Ah, on n'a pas révisé. Pour pouvoir ingérer des SIP, on va revenir peut-être à la présentation. Est-ce qu'on avait marqué d'autres choses? Voilà, on en est là. On a nos différents composants installés sur différents serveurs. Et ben, il faut initialiser des référentiels pour que Vitam fonctionne. Oui. Quand on installe Vitam, on a plusieurs référentiels qui sont initialisés par défaut quand même, qui sont pour la plupart des référentiels transverses. Je vais vous donner l'exemple du référentiel des formats de fichiers. Celui-là, on vous livre un Vitam avec des formats déjà inclus, puisqu'on s'appuie sur le référentiel pronom des archives nationales britanniques. Merci à nos amis anglo-saxons. Donc ça, c'est déjà mis à dispo. En revanche, il y a des référentiels qui vont être liés à votre activité, à votre organisation, qu'il va falloir mettre en œuvre. Particulièrement service agent, la règle de gestion. Voilà, service agent, règle de gestion, et à l'initialisation, on ajoute aussi contrat d'accès et contrat d'entrée. Donc 4 jeux, un jeu de 4 un jeu de test disponible. 4 référentiels à mettre à jour un minimum. Donc, pour un POC, toujours, vous avez un jeu de test qui est aimablement fourni par nos amis archivistes du programme Vitam et qui permet d'initialiser un premier back-office pour commencer à manipuler le dispositif. Donc là, on va essayer de d'initialiser ensemble un back-office, celui que j'ai préalablement installé, que vous voyez OK là. On y croit, on se lance. Enfin, on se lance. Je vais vous demander avant, est-ce que vous avez des questions? Parce que Mais alors, faut tu remettre l'iFi? Moi, je vois plus rien. Il faut lever la main. Alors, on lève la main. Ou on prend la parole, mais dites-nous. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions avant l'initialisation des référentiels? Pas de questions. Alors, on y va. Je comprends, c'est quand même assez enthousiasmant l'initialisation. Pourquoi tu vas là? Dis-moi, non mais explique. Alors, oui, merci Alice, tu as raison. J'ai installé un back-office Vitam qui inclut pour l'instant l'IHM, dite IHM de démo.
mon back-office a mis en œuvre cette installation. Là, je suis sur une petite URL. Vous pouvez poc.anv.programme.fr, mais il faut ça, c'est adapté à mon contexte d'utilisation. Chez vous, il faudra pointer sur la machine qui héberge l'IHM démo tel que c'est décrit dans le fichier host. Là, on peut retrouver la machine, le port éventuellement, le port d'accès qui est décrit et l'arborescence IHM. Et là, vous devez arriver sur cette interface-là. Quand j'installe un Vitam, par défaut, dans les paramètres, on met un certain nombre de tenants. Donc les tenants, une isolation logique au sein du back-office qui permet de gérer des données qui sont étanches, étanchéiques. En gros, vous pouvez administrer plusieurs entités avec un seul back-office tout en les rendant indépendantes l'une de l'autre. Intéressant en cas de mutualisation ou de données. Si je suis un groupement de collectivités qui souhaite utiliser Vitam, qui a regroupé ses forces pour installer en un lieu et exploiter en un lieu de manière commune un back-office, mais que je veux avoir une utilisation séparée de ce back-office commun, c'est tout à fait possible en créant des tenants distincts. Par défaut, quand vous utilisez les fichiers de paramètres non customisés, vous avez 10 tenants qui sont créés. Donc là, de manière autoritaire, et ce sera comme ça, je vais choisir le tenant 3, je vais me connecter avec un identifiant par défaut qui est présent dans le Vault, à admin 1, 2, 3, 4. On a fait des réunions pour choisir ces mots de passe. Et j'arrive sur mon IHM. Donc là, j'ai rien du tout, pas de contrat. Ça, c'est l'IHM de démo, brut de décoffrage, une fois installé. Je vais vouloir mettre à jour les 4 référentiels que je vous ai indiqués. Je vais dans l'administration, référentiel, import des référentiels, bien sûr. Et je vais commencer par le service agent, parce que j'adore le service agent. J'arrête les bêtises. Donc là, j'ai un jeu de test qui comprend 4 fichiers référentiels et un SIP. SIP, le paquet à la norme CEDA qui contient les archives et manifeste. Wow. Salut, Alice a toujours un effet waouh sur les SIP. C'est le SIP du kit de prise en main qui est adapté aux référentiels qui sont fournis. Il faut que ce soit en adéquation, tout ça. Donc là, je veux mettre à jour le fichier, les services agents, c'est mon fichier agencies. Je le mets à jour, j'importe. Le service agent a bien été importé. Maintenant, je vais mettre à jour les règles de gestion. Je fais les règles de gestion. Hop, je sais que c'est ce fichier-là. OK. Importer. OK. Contrat d'accès. Ouais. Importer. Contrat d'entrée. Excusez-moi, j'ai une absence. Bon, ils ont tous été bien importés. A priori, à partir de maintenant, sur ce tenant, je dois pouvoir importer le premier SIP. On croise les doigts. Hein. Si c'était une question, j'ai pas compris. Du coup, cet après-midi, je ne serai pas à la réunion de planif parce que Erwan veut que je participe à la réunion sans chauffe. D'accord. Ouais. Quelqu'un a son micro ouvert. Autorisation d'accéder à la réunion accordée. Excusez-moi pour cette boutade. Donc là, je viens de réussir
la petite coche à intégrer mon premier SIP. J'ai un accusé de réception, on appelle ça l'ATR, Archive Transfer Reply, qui me donne le détail des opérations effectuées et un acquittement, les objets entrés. Et si je vais voir opération, journal des opérations, j'ai mon SIP, OK, avec tout le détail des opérations qui ont été réalisées, y compris la survie de stockage. Je cherchais s'il affichait le nom, peu importe. Vous voyez, on a commencé il y a moins de 2 heures. J'ai un back-office opérationnel avec un SIP intégré. Tout ça un peu grâce à vous. J'ai un peu triché quand même parce que j'en avais un déjà cuit. Mais vous pouvez compter en une demi-journée, vous pouvez avoir un back-office opérationnel si vous avez arrivé à réunir tous les prérequis techniques associés. Je voulais juste préciser que ce que je viens de faire sur le prise en main d'installation, l'initialisation des référentiels, ça fait l'objet d'une petite documentation sur le site Vitam. J'étais un peu vite sur les opérations, mais elles sont très bien décrites dans ce document. Sachant que ce fichier jeu de test pour le guide de prise en main, il y en a un autre beaucoup plus complet qui est un jeu de test fonctionnel où il y a des cas où et des cas OK, voilà. Et différents types de contrats d'accès et contrats d'accès. Pour vous donner des exemples, par exemple, de non-accès, enfin, voilà, je suis très protégé. Là, j'ai pris un jeu restreint parce que c'est un que j'arrive avec mes maigres compétences à utiliser. Celui-ci est beaucoup plus complet. Voilà. On en est où de votre install, juste pour qu'on se rende compte? Tu veux, et si elle est en échec, du coup, voilà. Alors, on va aller voir. Regardez pas. Non, mais après, préparez vos questions comme ça. Après, on a du temps pour les questions. Voilà. Alors, je suis toujours en install. J'en suis dans les scripts d'installation de MongoDB. Ok. 12 minutes. Je tourne sur Life Size. Ouais. Des mains levées. Non. Pas de mains levées, mais allez-y. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ils sont tous en train d'essayer d'installer. Le premier qui installe son back-office a droit à un pins Vitam. On n'a pas des pins. Tu vas le fabriquer. Un autocollant. Okay. Est-ce qu'il y a des questions plus sérieusement sur ce que Thierry a pu vous présenter? Non. S'il n'y a pas de questions, je vais juste aborder assez rapidement, parce qu'on approche déjà de midi, quelques éléments de dimensionnement. Alors, là, je suis sur le site de documentation de Vitam. Dans les rubriques, là, vous avez documentation technique, les 4 docs que j'évoquais au début, architecture, exploitation, installation, montée de version. Au sein de la documentation d'architecture, qui est assez complète quand même, assez détaillée, si vous cherchez dimensionnement, je l'ai déjà fait, vous avez des informations sur les éléments de dimensionnement qui peuvent éclairer ensuite la mise au point du déploiement d'architecture si vous souhaitez aller plus loin après un POC. Donc là, on décrit déjà en quoi consistent nos différentes tailles de t-shirt, là, les samples qu'on propose, les tailles de déploiement qu'on propose par défaut. Donc nous, on vient de faire un small qui regroupe 3 machines avec 3 x 6 CPU et on met 3 x 12 Go de mémoire. Nous, on a fait avec 3 x 4 CPU et plus de mémoire. La mémoire, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Rien vous cacher. Ensuite, vous avez description de médium. Ça va être adapté pour des volumétries limitées. On peut encore éventuellement utiliser du file system. Et là, vous commencez à avoir du large pour des grosses volumétries en production. Vous allez commencer à vouloir utiliser peut-être des offres objets si la volumétrie est trop importante pour du file system. Voilà. Et le X large, le plus gros on offre en prédéfini avec beaucoup d'objets par an. Sachant pour Vitam, le nombre d'objets est tout aussi important que la volumétrie des fichiers que vous voulez incorporer. Alors, là, vous avez le détail de ces environnements. Vous voyez, là, on en est à
57 VM, 236 processeurs, 448 Go de mémoire. Commence à être des belles plateformes. Ensuite, on en a qui sont comme ça? oui, le Cines CE1. Cines, je crois que ça tourne autour de 500 Go de mémoire. Je crois qu'il y a des gens du Cines qui me suivent, ils peuvent m'interrompre si je dis des bêtises. Donc ça, c'est vraiment des environnements qu'on voit en production. Pour la partie stockage, il y a des règles à suivre pour le dimensionnement, car c'est très lié à vos cas d'usage en fait. Et donc, on ne peut pas donner de recette magique de dimensionnement tout fait sur la partie stockage, parce qu'on ne peut pas connaître tous les cas de topologie qui vont être mis à travers nos différents utilisateurs Vitam. Donc, on donne des clés de calcul sur différents aspects de dimensionnement suivant le composant que vous voulez utiliser. Je cherche le worker par exemple, je suis déjà passé dessus. Le workspace par exemple. Sa taille dépend de la taille maximale du SIP présent, puisqu'il va falloir le décompresser. Et après, il va y avoir des volumétries, préserver, conserver les fichiers DIP si vous sortez des archives de votre système. L'idée de la démo aujourd'hui, c'est pas de vous présenter tous ces éléments-là qui sont déjà des éléments un petit peu avancés, mais c'est de vous dire que dans la documentation, vous avez des clés pour commencer à estimer les volumétries et les tailles d'espace disque à mettre en œuvre sur vos différents serveurs applicatifs en fonction du composant et de la colocalisation des composants que vous allez mettre en œuvre. Colocalisation, c'est sur un même serveur Vitam, quels sont les composants Vitam que vous allez mettre sur cette même machine. Parce qu'on ne met pas un composant dans une machine, ce serait vraiment très très riche. On colocalise pour faciliter, pour réduire les coûts. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là sur la partie dimensionnement. Est-ce qu'il y a des questions? Ce sera la dernière fois. Questions, commentaires. Désolé, j'ai dit quelques bêtises, je ne peux pas m'en empêcher. Des remarques, n'hésitez pas. Ah, Vincent Marliac qui a levé la main. Oui. Juste pour vous remercier pour ce webinaire. C'était du coup le premier auquel j'assistais. Là, il y avait plus de place, j'ai pas pu m'inscrire pour les précédents, les premiers. Du coup, ça correspondait plus, parce que moi, je suis chef de projet applicatif à la DSI du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Donc, ça m'a un petit peu plus parlé. Après, je me mets à la place des collègues, on va dire jusqu'à 11h40, ils ont dû être un petit peu perdus. Mais bon, c'est bien, vous avez quand même essayé de vulgariser au maximum et je vous en remercie voilà, pour eux. C'est pas un exercice trivial, j'avoue. Ouais, tout à fait. Non, c'est pas facile. Et puis, c'est vrai que c'était là, à partir de 11h40, que ça commençait, entre guillemets, à devenir un peu plus user-friendly, on va dire, et qu'on commençait à voir. Mais c'est très intéressant. Et même si j'ai pu suivre, je suivrai celui de cet après-midi, mais même si j'ai pu suivre que celui que j'ai pas pu suivre les autres, déjà, un grand merci d'avoir organisé ces webinaires. Et la présentation, voilà, je monopolise pas plus la parole. Ah non, mais pas de souci. Moi, ça me permet d'en profiter pour dire que on fait différents types de présentations, je dirais, ou d'échanges avec des utilisateurs ou des organisations qui peuvent être intéressées. Et ça va de la présentation très générale à des sujets plus techniques. Enfin, on essaye de prévoir à l'avance pour justement voir quel est le besoin et savoir qui sont les interlocuteurs, nous, à mobiliser. Et c'est vrai que on peut aussi être amené, enfin Thierry peut être amené à avoir une sorte d'aide comme ça et d'accompagnement sur des questions d'installation. Alors c'est vrai qu'on fait attention parce que le temps nous est compté et que on va essayer au maximum justement de guider les organisations qui veulent se lancer et peut-être faire des séances comme ça où on balisera encore plus le fait que c'est en effet très technique, mais pour montrer ce qui est faisable ou pas, parce qu'on voit bien que ça l'est faisable, même s'il faut un petit peu d'accompagnement et d'aide à la prise en main et à la mobilisation des différentes ressources. Donc, merci à vous. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter s'il y a besoin de quelque chose de plus général pour un service en entier, faire des choses comme ça. Bien noté, merci beaucoup. Merci à vous.
D'autres questions, remarques? En conclusion, je veux dire que peut-être si on doit étendre ce genre de dispositif, on pourrait ouvrir des sujets qui débouchent à l'issue d'une installation de POC, par exemple, comment installer un Vitam sur 2 sites à la fois, comme c'est souhaitable en production, détailler la partie multistratégie, installation des composants supplémentaires dédiés à la recette. Ça, en fonction de vos retours, éventuellement même a posteriori, hein, n'hésitez pas. On peut essayer de se lancer dans ce genre d'exercice qui permet au final de partager au plus grand nombre des opérations qui sont à peu près communes en fait, hein, et de les mettre de manière synthétique. Et puis donc on va mettre en ligne au fur et à mesure tous les documents là, que vous avez pu voir que Thierry reprenait pour vous expliquer les différentes étapes. Et une sorte de bilan, on va vous proposer en effet de nous faire un retour sur les séances que vous avez suivies ou ce que vous aimeriez suivre ultérieurement pour voir ce qu'on peut organiser à distance un petit peu sur ce même modèle avant de reprendre du présentiel peut-être un jour. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Et puis vous souhaiter une bonne fin de journée. Ouais. À cet après-midi pour ceux qui reviennent cet après-midi et bon appétit à tous. Au revoir. Au revoir.